Bonjour à tous. Alors donc là, l'objectif de cette table ronde, c'est que vous ayez un petit peu un retour d'expérience concrète, à la fois d'enseignante et à la fois d'accompagnateur pédagogique. Alors moi j'ai découvert Sapiens grâce à Frédéric Dardel qui nous faisait une présentation, je ne sais plus si c'était à propos du SPC ou autre, et il avait terminé par nous encourager, nous les enseignants-chercheurs, à aller assister aux formations Sapiens. Donc moi j'étais en demande de formation parce que j'étais choquée d'être devant les étudiants sans aucune formation au préalable. Et du coup, déculpabilisée par les encouragements de mon grand chef, je suis allée assister à une bonne quinzaine de formations en 2015-2016. Donc je les ai presque toutes suivies. Et donc ça tombait bien, c'était un moment où j'avais l'opportunité de monter un bout de cours en Master 1. Et du coup, j'ai complètement mis à profit tout ce que j'ai appris, mais donc la prise en compte des objectifs pédagogiques, ça c'était effectivement quelque chose à bien réfléchir. Et j'ai essayé de bien aligner mon cours à mes objectifs, également l'évaluation formative et puis l'évaluation réelle pour obtenir des notes. Et j'ai essayé de mettre plusieurs activités en œuvre pendant ce cours pour rendre le cours plus dynamique. Donc l'utilisation d'une vidéo, la mise en place, la création par les étudiants de cartes mentales pour essayer d'expliquer le phénomène qui était vu sur la vidéo. On a également fait un peu de pédagogie inversée. Et bref, ça leur a plu, je pense, de ce que j'ai eu comme retour de leur part. Alors, moi, j'ai connu Sapiens un petit peu, d'abord au travers de mails que je recevais, mais sans bien savoir ce que c'était. Et puis, je me suis intéressée, pour différentes raisons, au CRI, donc, et à ce que... au discours de François Tadei que j'ai suivi pendant quelques temps. Et puis, du coup, quand j'ai reçu une annonce du séminaire de rentrée l'année dernière, j'ai eu envie d'y aller et je suis tombée dans le bain, quelque part. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai préféré? Donc j'ai suivi en fait l'essentiel des séances du premier module, un petit peu du deuxième, un petit peu du troisième et puis le quatrième. Donc j'ai surtout été assidue au premier module, donc qui est vraiment sur les concepts de base, les objectifs, la scénarisation du cours, le syllabus. Et donc il y a plusieurs choses qui m'ont beaucoup intéressée et que j'ai reprises. D'abord, la première séance, je dirais, qui peut-être a été la plus utile, parce qu'elle m'a donné envie de faire les autres, celle de revoir ses objectifs. On a cette caractéristique, je dirais, cette difficulté en santé publique, en tant qu'enseignant de santé publique en faculté de médecine, c'est qu'on s'adresse, on a un contenu qui va surtout parler de la santé avec une approche collective, et on s'adresse à des étudiants qui, pour la plupart, se destinent plutôt à une pratique clinique individuelle. Et donc on a du mal à les motiver. Ça rejoint un petit peu une question qui a été abordée tout à l'heure, de la motivation des étudiants avec le contenu qu'on cherche à leur apporter, et le fait de me repencher sur les objectifs qu'on replace dans une finalité plus globale m'a conduit à me réinterroger sur quelle était la finalité d'enseigner la santé publique en médecine, et voilà, qui n'est pas forcément très évidente. Et donc, ça m'a conduit en repensant mes objectifs de cours, à vraiment les réviser, à renouveler, et à me redynamiser moi-même et me remotiver aussi dans la préparation et le renouvellement de mes cours. Alors, je ne le redis pas, puisque ça a été beaucoup dit, mais c'est qu'effectivement, en 2005, quand j'ai été recrutée, il n'y avait aucune exigence de formation à la pédagogie. Ça me manquait comme à tout le monde, et donc j'avais bien sûr envie de me mettre à jour un petit peu là-dessus. Voilà, donc ce que j'ai repris, ce que j'ai aussi apprécié dans ces modules, c'est que finalement, on apprenait aussi cette pratique réflexive. On l'avait aussi par les enseignants qu'on voyait opérer en étant dans la position d'enseigner, et donc on apprend aussi par l'exemple, et avec l'idée de croiser dans ces formations beaucoup d'enseignants d'autres facultés, d'autres universités, donc l'interdisciplinarité qui apporte aussi énormément pour remettre en question sa pratique.
J'ai été recrutée en 2015, donc sur la région parisienne, Paris Diderot, et j'étais pas du tout de la région. Donc je connaissais pas beaucoup d'enseignants, je connaissais pas beaucoup Paris, je connais toujours pas beaucoup Paris, mais et ce qu'avait dit Mathieu, c'est qu'on arrive là-dedans sans avoir un peu aucune formation et on se retrouve en phase d'étudiant. Et donc j'étais assez demandeuse de tout ça. Et donc en arrivant sur Paris, je lisais tous les mails que je recevais, donc ça prend pas mal de temps. Et donc j'ai reçu les mails de Sapiens et je me suis dit, waouh, chouette. Donc voilà, donc la première année, en fait, j'ai pas eu trop le temps finalement d'y aller parce qu'il fallait quand même s'intégrer dans tous les cours. Mais l'année dernière, j'ai pu participer à plusieurs ateliers et j'ai commencé par la rentrée de Sapiens l'année dernière avec Denis Berthiaume. Donc c'était très très intéressant et s'est mis en place la réflexion autour de créer un escape game. J'ai trouvé ça intéressant, de nature un peu curieuse. Je me suis dit bah oui, pourquoi pas. Donc j'ai participé à toute petite dose parce que voilà, l'emploi du temps fait qu'on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut, mais j'ai participé à petite dose à cette réflexion, à cette mise en place. Bien sûr, Antoinette, Morgane ont fait un travail de folie sur cet escape game. Donc je vous encourage tous à le tester, hein, il est vraiment excellent. Et donc les ateliers de Sapiens m'ont permis d'approcher la pédagogie que je connaissais très peu, on va dire, et donc à me poser des questions. Donc j'avais 1 an de recul sur l'enseignement, ce qui n'était pas beaucoup, et j'ai plutôt un public de L1, on va dire. Et donc l'atelier qui m'a vraiment plu et que j'ai pu mettre en place assez rapidement, c'était rendre l'enseignement interactif. Parce que les étudiants du L1, il faut essayer de les garder tout au long de l'année, les motiver par la discipline, l'enseignement, apprendre, leur fournir des connaissances. Et donc voilà, j'ai essayé de rendre un petit peu mes enseignements interactifs. Donc j'ai mis en place des questionnaires en ligne avec leur téléphone portable, parce que ça c'est vraiment super de pouvoir leur dire maintenant, pendant 10 minutes, on va pouvoir jouer avec les téléphones. Vous allez pouvoir répondre aux questions. Et donc là, on voit directement ceux qui n'ont pas compris et ceux qui ont compris, et on peut revenir sur certains points. Et donc après, on peut leur dire, ça y est, le moment des téléphones, c'est fini, on ne veut plus le voir. Maintenant, vous pouvez les ranger. Donc je trouvais que c'est intéressant de pouvoir mettre en place ce dialogue avec les étudiants. Donc voilà, ça c'est un petit exemple qui était intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui touche l'évaluation, parce que évaluer les étudiants, ça fait partie de notre travail, c'est important, et on ne fait pas forcément toujours attention à tous les biais qu'il peut y avoir au niveau de l'évaluation. Donc voilà, donc j'ai appris à mettre en place des grilles critériées pour quand on est à la 58e copie, qu'on a vu 15 fois la même bêtise à la suite, on se dit bon. Donc voilà, quand on a une grille, ça permet d'éviter les biais. Donc tout ça, je l'ai appris au cours de toutes ces formations qui ont vraiment été essentielles. Et puis juste pour terminer, donc je continue dans les projets avec Sapiens qui ont toujours été présents. Dès que j'ai une petite question, je leur envoie un petit mail. Au fait, comment on pourrait faire ça? Donc voilà, et le projet futur, en fait, c'est de développer. À Paris Diderot, on a des UE d'enseignement qui sont libres. Et donc, on voudrait mettre en place la création d'une UE qui s'appellerait Escape Game moléculaire. Donc voilà, on voudrait faire créer par les étudiants un escape game autour de la biologie moléculaire, mais pas forcément. Enfin, on peut accueillir des étudiants de tout univers pour créer un escape game qui serait à destination des étudiants. Donc, on le ferait à la fin, une fois qu'il sera réalisé, on le ferait évaluer par les autres étudiants d'autres filières pour voilà. Donc, on pourra rediscuter de ce projet éventuellement plus tard. Moi, je suis ingénieur audiovisuel dans un service TIS. Ma mission principale, c'est de répondre aux demandes des enseignants et des fois des étudiants sur la création d'une vidéo ou de plusieurs vidéos.
plus simplement possible. Ce sont des vidéos qui s'intègrent généralement dans un parcours, dans un déroulé pédagogique. Donc je travaille en collaboration avec des ingénieurs pédagogiques pour intégrer des vidéos dans un scénario qui aura été préétabli, préécrit avant par l'enseignant avec les ingénieurs pédagogiques et moi-même. Donc ça va de la conception de l'écriture d'un scénario, du découpage technique, au tournage, à l'éclairage, au montage derrière et à la post-production, s'il y a de la post-production. L'idée, c'est d'enrichir le plus possible les contenus pédagogiques à destination des étudiants. Maintenant, on a des étudiants qui sont vraiment en recherche d'interactivité, de choses dynamiques, qui sont collés à des écrans toute la journée, comme vous, comme moi, et ils ont envie d'avoir des choses professionnelles, des choses intéressantes. On ne peut pas avoir un cours filmé de 2 heures si derrière il n'y a pas un accompagnement pédagogique. Il faut absolument que la vidéo elle corresponde aux objectifs pédagogiques, qu'elle s'intègre parfaitement dans le déroulé pour ensuite, après avoir peut-être, je sais pas, des quiz ou des choses comme ça qui viennent questionner cette vidéo et qui permettent en fait à l'étudiant d'avoir quelque chose d'intéressant à regarder. Sinon, l'étudiant, il s'en fiche, quoi. Donc voilà, mon boulot, c'est ça, c'est de rendre intéressant parfois des concepts qui sont assez complexes, de faire des propositions de tournage différents. Ça peut être du tournage sur site, ça peut être de l'animation 2D, parfois de l'animation 3D. Voilà, c'est de proposer un format qui soit un peu original et qui plaise et qui corresponde en fait aux critères que nous-mêmes on a quand on regarde une vidéo. Quand on regarde un documentaire de 2 heures, c'est intéressant parce qu'il a été correctement construit. Si on a une seule caméra avec un type qui fait un cours magistral et que ça n'a pas été pensé au préalable comme quelque chose qui va être filmé, c'est pas intéressant, ça n'intéressera pas l'étudiant, il va regarder une première fois, une deuxième fois, et puis après il s'arrêtera. Nous, on a eu cette expérience-là avec les écoles de soins infirmiers, où on avait enregistré 341 heures de cours parce que nos étudiants en soins infirmiers ne pouvaient pas se déplacer sur les sites. Ils regardent 1 fois, 2 fois, mais c'est hyper inintéressant. Vous avez un enseignant qui est là, comme ça, qui fait son cours. Voilà, ça peut être bien quand on est l'expert soi-même. Évidemment, c'est toujours bien d'être filmé. Bon, pourquoi pas, mais après, l'étudiant qui doit regarder les 341 heures, voilà. Je mets au défi n'importe quel enseignant de regarder 341 heures de vidéos de lui-même ou d'autres et sans s'ennuyer. Donc notre boulot, il est là. Alors, moi, je suis ingénieure pédagogique, donc à l'image de Johan, mon travail, c'est l'accompagnement également des enseignants. Je vais peut-être parler de manière plus générale du travail de l'ingénieur pédagogique. L'objectif, c'est d'accompagner soit sur des demandes particulières, soit sur des demandes plus de fond, des modifications que les enseignants désireraient apporter à leur contenu d'enseignement. Souvent, c'est d'abord accompagner des interrogations dans un premier temps. C'est souvent des enseignants qui viennent nous voir en nous disant moi, il y a cette chose-là qui ne me plaît pas ou cette chose-là que je ne sais pas comment résoudre et comment on peut faire. Donc, il y a toute une partie de réflexion collective pour cerner le problème et voir quelles solutions on pourrait apporter. Donc voilà, c'est une sorte de travail d'équipe avec les enseignants. Et moi, plus particulièrement, je travaille pour les langues, mais il y a toutes sortes d'ingénieurs pédagogiques dans la salle qui pourraient compléter mes propos pour tous les domaines dans lesquels ils sont en train de travailler. Moi, je me définis en tant que conseillère pédagogique, mais il y a pas mal de mes collègues dans la salle. Héloïse, par exemple, qui travaille à Dauphine, tu te dis ingénieur pédagogique. Alors, pour moi, la différence, c'est que les ingénieurs et conseillers me corrigent si je me trompe. C'est que, en tant que conseiller pédagogique, on part vraiment d'une base, c'est ce qu'on expliquait un petit peu ce matin, je crois qu'Hubert, tu en parlais, de plus de la pédagogie. On ne prend pas tellement la technologie comme une entrée dans la pédagogie. On sait que ça peut en être une intéressante, mais on part vraiment de ce qu'on fait en formation, en fait, c'est-à-dire redéfinir ses objectifs pédagogiques, scénariser son cours, etc. Tandis que les ingénieurs pédagogiques, si eux aussi ont cet apport, évidemment, en termes de réflexion pédagogique, s'intéressent peut-être un peu plus prioritairement aux questions de numérique,
et de ce qu'on peut faire, par exemple, avec la plateforme Moodle, que vous devez tous connaître au moins de nom, si ce n'est intimement. Et est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet que vous avez fait avec les enseignants en nous disant un peu comment ça s'est passé, un projet réussi? Vous pouvez aussi nous raconter un projet raté, ça peut être intéressant. Donc comment vous avez fonctionné? Est-ce que vous rencontrez les enseignants? Combien de temps ça prend? Voilà. Et donc Isabelle, éventuellement, il me semble que tu as travaillé avec une ingénieure pédagogique. J'ai eu une demande d'organiser un webinaire, mais enfin, à la limite, l'expérience est intéressante, même si elle est un peu négative, à savoir que c'était une demande dans le cadre du programme de la PACES, en fait de l'Alter PACES, où il y a un enseignement équivalent à la PACES, mais fait à des étudiants qui sont en double cursus. Et en fait, l'enseignement était en ligne exclusivement, et il y avait une demande des étudiants d'avoir un petit peu plus d'interaction. Et donc l'idée de l'ingénieur pédagogique de Descartes qui s'occupait de ça était d'organiser un webinaire. Et en fait, je lui avais proposé de faire une séance de révision en présentiel. Ce qui finalement, dans un premier temps, ayant moi-même peu d'expérience de webinaire et dans l'urgence, avait permis au moins de répondre à la demande des étudiants. Donc j'en déduis que l'intérêt du webinaire, c'est d'augmenter l'interaction avec les étudiants, ce qui peut aussi être fait. Enfin, ça me permet de réinsister sur quelque chose qu'on entend beaucoup ici, c'est que le numérique n'est pas forcément premier et que c'est intéressant s'il s'insère dans un questionnement pédagogique. Deux exemples, un exemple et un contre-exemple. Un exemple qui s'est bien passé, nous avons réalisé un MOOC qui s'appelle la stratégie diagnostique des cancers, et là il y avait une trentaine d'enseignants à peu près qui ont travaillé sur ce projet, extrêmement construit, avec un enseignant leader qui a vraiment managé tous les autres enseignants pour avoir un contenu très détaillé de ce qu'il devait y avoir dans ce MOOC. Et dès l'origine était inclus la partie audiovisuelle, évidemment, puisque c'est un MOOC, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. L'audiovisuel, des fois, il vient un peu en second lieu, alors qu'en fait, ça reste hyper important parce que c'est sur ce format-là qu'on va avoir quelque chose d'un peu original. Je m'explique un peu. Avoir un enseignant, comme je disais tout à l'heure, qui est filmé devant un cours, c'est intéressant. Sur les MOOC, on essaie de faire des vidéos d'une dizaine de minutes maximum pour ne pas perdre l'attention de l'apprenant. Je pense que c'est pas suffisant. En tout cas, pour ce MOOC-là, ça ne l'était pas. Et le fait d'être inclus dès le départ dans le projet, ça permet de faire des propositions de choses un peu différentes, de proposer d'aller filmer une opération, de proposer d'expliquer l'ADN, l'ARN, etc. en 2D, de proposer ces choses-là que l'enseignant n'aura pas eu forcément envie au départ ou n'aura pas eu simplement l'idée. Il faut absolument, à mon sens, dès qu'il y a un projet où on entend vidéo, mettre quelqu'un de la vidéo dedans qui va pouvoir faire des propositions ou simplement dire ah ben non c'est pas possible, vous n'avez pas besoin de moi, bon bah au revoir et puis débrouillez-vous quoi. Voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour travailler sur l'audiovisuel dès l'origine du projet. Alors je continue sur mon exemple, on a eu notamment un enseignant qui voulait être filmé face caméra avec prompteur et avec un peu d'animation derrière. Des graphiques, des choses comme ça. Le format était parfait pour lui, il avait répété chez lui, il était hyper à l'aise devant une caméra avec un prompteur, ça marche super bien, en 20 minutes c'était bouclé. Après il y a tout le travail de post-production derrière, mais ça c'est autre chose. On a d'autres projets, notamment un où on a eu le même type de format, donc on se dit ah bah c'est bon, ça va être assez simple en fait. On peut proposer de filmer cette personne-là, et puis il suffit qu'elle ait bien travaillé son texte avant et ça fonctionne. Bah, c'est pas vrai. En fait, il s'avère que la personne qui présentait, qui était filmée, en fait, n'avait pas écrit elle-même son texte. Et pour une finalité d'une vidéo de 3 minutes, on a passé 4 heures. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a été mal enclenché dès le départ et que l'audiovisuel n'était pas inclus dès le départ dans le projet, donc on n'a pas pu travailler. J'ai pas pu donner des directives, notamment sur c'est vous qui êtes filmé, essayez d'écrire vous-même votre texte. Parce qu'on n'est pas à l'aise avec le texte de quelqu'un d'autre. Personne ne l'est. Et là, on se retrouve avec avec 2 caméras, 4 éclairages autour de soi, un preneur de son. Voilà, ça prend du temps. Et donc nous, en tant qu'accompagnants, on doit essayer de travailler pour faire en sorte que la personne soit plus à l'aise. Donc c'est pas évident.
Donc voilà, un exemple où ça se passe plutôt bien quand ça a été bien pensé dès le départ, et un exemple où là, d'un coup, ça pêche un peu. Au final, la vidéo est très bien, hein, parce qu'on a réussi à avoir quelque chose de correct, mais c'est pas toujours évident, et voilà, je pense que c'est... Je peux continuer dessus si vous voulez, mais voilà, en gros, il faut dès qu'il y a vidéo, demander à quelqu'un de la vidéo de venir, ou la personne qui va filmer, elle va pouvoir faire des propositions, elle va pouvoir peut-être changer le dispositif, en fonction de la personne aussi. Si la personne ne se sent pas à l'aise et qu'on lui impose d'être filmé, le réalisateur ou le cadreur, il va pouvoir, s'il est là dès l'origine, réorienter le projet en fonction de qui on a en face de soi. Après, c'est des techniques de communication, etc., mais ça permet aussi... voilà, si on a quelqu'un de pas très à l'aise, de dire ah oui, je préférerais avoir votre collègue, mais de le dire correctement, quoi. Voilà. On a un très bon exemple qui est en cours à Paris 5, d'installation d'un cours dans lequel il y avait des problèmes de niveaux trop différents. Donc c'était un cours de langue et il y avait des niveaux trop différents. Et donc c'est une enseignante qui a fait appel à nous et on a construit avec elle un support hybride qui lui permettait de répondre aux demandes des étudiants qui n'arrivaient pas à suivre son cours. Donc ça, c'est une formule qui fonctionnait bien parce qu'elle partait d'un problème qui se posait pour elle dans la classe. Tandis qu'on a d'autres demandes qui peut-être sont un petit peu plus difficiles pour nous à mettre en place ou qui sont un peu moins rentables ensuite au niveau de l'économie entre la présence et la distance pour les cours de langue, qui sont des demandes qui visent directement la technologie. Un peu comme ce que tu disais, Isabelle. Y a des gens qui nous ont dit on voudrait faire du cours de langue à distance, mais sans se poser peut-être la question pourquoi. Du coup, comme on a créé des ressources, on a des ressources disponibles qui ont été utilisées et qui peut-être auraient nécessité auparavant de se dire pourquoi est-ce que je voulais faire de la distance, qu'est-ce que ça m'apporte, quelle partie je voudrais mettre à distance, qu'est-ce que je veux plus faire en présence, pourquoi je veux plus le faire en présence. Et c'est vrai que du coup, sur ces cours-là, on a eu un constat d'échec, notamment au niveau du nombre d'étudiants qui suivent jusqu'au bout les cours. Donc c'est vrai que pour nous, un accompagnement réussi, c'était un accompagnement qui rentrait pas par la technologie, mais par des questions qui se posent au sein de la classe. Voilà, des questions, des problèmes, des choses qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est des exemples d'accompagnement réussi. Je voudrais juste rajouter en fait qu'il y a des aspects qu'il faut absolument prendre en compte au départ d'un projet. On peut avoir des enseignants qui arrivent en se disant « ouais, génial, j'ai une super idée, je vais être filmé, voilà, c'est un super projet, etc. » Bon, pourquoi pas, sauf qu'en fait, tous ces projets-là qui arrivent un peu comme ça peuvent être intéressants, mais il faut penser à quel est l'objectif pédagogique, quels sont les objectifs pédagogiques, ça a été rappelé plus tôt ce matin. Il faut évidemment penser à la disponibilité des ressources humaines, parce qu'on n'est pas toujours dans des situations où on va pouvoir assurer un service correct. Il faut penser aussi à la technologie, à quel type de format on va utiliser. Est-ce que c'est la vidéo? Est-ce que c'est du PowerPoint commenté? Est-ce qu'on va mettre des quiz, pas de quiz? Voilà. Tous ces projets, tous ces aspects-là sont à prendre en compte dès le départ. Et puis évidemment le coût, parce qu'on est quand même dans des économies assez restreintes à l'université. Et tout ça, ce sont des éléments qui vont venir changer une idée de projet. Et nous, en tant qu'accompagnants, on est censé proposer des solutions qui peuvent permettre justement d'un peu louvoyer entre ah oui, mais en fait j'ai qu'un ingénieur pédagogique et j'ai qu'un cadreur par exemple, comment je fais pour faire un truc à 3 caméras, quoi. Voilà. Il y a des solutions qui existent et c'est à nous de les proposer et d'être inventifs sur ces projets-là. Voilà. Je reparle de mon cours de M1 que j'étais en train de construire quand j'ai commencé les ateliers. Et donc, ça m'a permis de bien voir tout le déroulé des formations. Et bon, en février, les formations n'étaient pas terminées, mais mon cours allait commencer. Donc voilà, et j'ai bénéficié donc de l'assistance d'Hubert pour faire un petit scénario de mon cours, essayer de voir à quel moment j'incorporais mes activités pour... voilà, mettre un peu de relief dans le cours et franchement ça a bien fonctionné. Donc la première année, voilà, c'était un peu expérimental, enfin dans le sens où mais ça a pas mal collé avec le scénario finalement. Voilà, et j'ai pas changé
grand-chose l'année d'après parce que j'ai amélioré, mais la trame était vraiment bien posée, mais parce qu'on était parti sur quelque chose de bien calibré. Et puis moi, j'aime bien ça, ça me rassure. Donc, moi, concrètement, je pense à deux choses. Il y en a un qui s'est fait un peu dans la précipitation, qui était un cours dans le cadre d'un M2 de santé publique, dans un module qui concerne l'évaluation des pratiques, de la qualité des pratiques et l'amélioration des études donc de recherche, d'intervention pour améliorer les pratiques médicales et la qualité de ces pratiques. Et donc, c'est une thématique un petit peu compliquée, et là je fais un peu une digression un peu dans des hauteurs plus abstraites, mais en médecine, je dirais qu'il y a un peu un changement de paradigme actuellement. En santé publique, moi j'évolue dans un monde méthodologique qui est très quantitatif, très objectivant, etc. Et on assiste à un regain, à un retour, un effort pour faire revenir les sciences humaines à l'intérieur à la fois de la pratique médicale et de l'enseignement de la médecine. Et c'est aussi un petit peu ce qui se passe. Je fais cet enseignement depuis une dizaine d'années, et c'est un petit peu un exemple, un lieu où il y a effectivement ça. Et donc, juste avant d'avoir à faire cet enseignement, j'ai voulu le rendre un peu plus interactif, faire en sorte que les étudiants soient plus actifs dans cette démarche-là, alors que j'étais beaucoup plus prise par la contrainte de vouloir faire passer des connaissances méthodologiques. Du coup, ça les ennuyait un peu. Et donc, peut-être, je sais pas, une semaine ou 15 jours avant le cours en question, j'avais eu un module de formation sur les objectifs et la scénarisation. Et donc, j'avais tout de suite mis ça en pratique, et je l'avais fait viser. On avait échangé quelques idées. Et cette entrée en matière étant faite à la fin du premier trimestre, j'avais préparé un module de master un peu plus conséquent, un enseignement sur 2 jours de la méthodologie de la recherche, tout à l'heure dans un autre domaine de la médecine clinique. Et là, avec tout à concevoir un petit peu à partir de rien. Et donc là, j'ai demandé l'accompagnement de Morgane pour m'aider à concevoir. Et donc cet enseignement est dans 15 jours, et elle va venir y assister pour voir un peu le fruit de son accompagnement et me faire un retour sur le travail fait. Voilà. Dans le cadre d'un cours en biologie moléculaire, en fait, j'ai une collègue, Delara Sabéran, qui voulait un peu repenser l'enseignement, tout le domaine de la biologie moléculaire, comment transmettre tout ce qu'elle avait envie dans ses cours. Et on s'est retrouvés plusieurs fois à Sapiens, donc en fait, les liens se sont assez vite créés. Effectivement, travailler à plusieurs, c'est toujours beaucoup plus stimulant. On se dit, t'as avancé un peu sur le projet? Oui, comment? Et donc là, dans ce cadre-là, en fait, Paris Diderot était avant sur la plateforme Claroline, et nous sommes passés depuis l'année dernière sur Moodle. Et pour Moodle est un outil très puissant. Si on sait bien le maîtriser, on peut faire des choses très intéressantes. On peut vraiment dynamiser, mettre du relief dans son cours si on sait bien le gérer. Et donc, avec Delara, on a demandé des petits conseils à Hubert pour voir comment on pouvait profiter de Moodle et comment mettre en place certaines activités et le rendre interactif. On ne voulait pas utiliser Moodle juste pour déposer des PDF. On trouvait que ça n'avait pas énormément d'intérêt. Donc on a vu avec Hubert rien que le visuel de Moodle, les différentes sections, comment mettre des images et mettre en place, par exemple, donc là, dès la rentrée, là, on l'a déjà mis en place, on fait un petit sondage sur les prérequis, sur les connaissances en biologie moléculaire. Donc ce petit questionnaire est anonyme sur Moodle pour voir un petit peu le niveau des étudiants pour pouvoir ensuite adapter ce qu'on va faire. Et donc au cours de cet enseignement aussi, donc on a mis en place des exercices qu'on va au fur et à mesure développer. Donc voilà, donc tout cet accompagnement-là s'est fait avec Hubert de façon ponctuelle. Et donc on est content de le mettre en place à la rentrée, donc on espère que ça va se dérouler au mieux.
Donc, bonjour à tous, je suis Carole Léon, je suis chargée de la formation des personnels à l'Université Paris-Descartes et je suis plus spécialement impliquée à USPC dans la formation des personnels. Et la petite pierre que je voulais ajouter, c'est que l'accompagnement des enseignants, il y a de l'accompagnement pédagogique à la pédagogie, mais j'ai entendu beaucoup d'entre vous ce matin dire on avait besoin de formation en pédagogie et on ne savait pas. Et nous, on est un des éléments de relais pour dire qui sont les acteurs et comment on fait. Hubert, ce matin, a parlé brièvement du décret qui se met en place pour les nouveaux enseignants qui vont avoir de la formation obligatoire. Et cette formation, on va devoir en avoir connaissance pour qu'elle soit validée et que ça rentre pour l'application du décret. Donc je vous invite fortement, dans tous vos établissements, vous avez des services de la formation des personnels. Alors parfois, ils sont couplés au service des concours, mais vous avez un interlocuteur dans chacun de vos établissements qui vous aidera d'un point de vue ressources humaines sur tout ce qui est processus de formation, à la pédagogie ou pas. Mais beaucoup en pédagogie, on est très très sensibilisés à ça et on est là pour vous accompagner aussi. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses avec cette table ronde et que ça vous a aussi donné envie de vous lancer. Et je vous remercie beaucoup tous les 5 d'avoir participé aujourd'hui.